Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1 h 30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Avec nous ce matin sur le plateau pour commenter l'actualité, l'ancienne directrice générale du Fonds national d'éducation, Madame Sterline Civil. Elle est avec nous aujourd'hui en tant que responsable ou instigatrice du mouvement La Jeunesse qui sauve les. Bonjour Madame Civil, merci d'accepter d'être avec nous ce matin sur le plateau de Métropole. Bienvenue. Merci, bonjour Wendell, bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices, bon, aux techniciens aussi. C'est un plaisir d'être avec vous. Le plaisir est partagé. D'abord, la dernière fois que vous avez participé au Point, vous étiez encore une responsable, ou du moins oui, vous avez raison. De l'État. Oui, oui. Et aujourd'hui, je vous ai vu en province, de temps en temps, animer des réunions, probablement des conférences aussi. Oui. Vous donnez l'impression d'être en campagne, ce n'est pas le cas. Non, du tout. Ce n'est pas le cas. Du tout. Alors, à cause du mouvement, la jeunesse qui sauve les, c'est un mouvement, c'est une sorte de réveil de la jeunesse haïtienne. Et c'est une bataille que l'on mène, histoire de voir comment les jeunes peuvent s'impliquer encore plus, mais aussi que leurs attentes soient prises en considération en ce qui concerne surtout le paysage politique haïtien. Donc, vous avez vu, la dernière fois, c'était il y a à peu près 2 semaines, on a eu un atelier de réflexion, de travail, surtout à Montana. Et là, j'ai fait un constat, en fait. Si 250 jeunes se réunissent pour discuter, réfléchir sur la crise haïtienne, sur comment eux, ils perçoivent la politique d'Haïti, c'est-à-dire que la jeunesse ne veut plus rester un figurant, mais elle veut être, comment dire, une sorte de copropriétaire des décisions qui vont être prises en ce qui concerne leur avenir. Ils veulent s'impliquer tout simplement. Bien sûr. Je me rappelle que j'étais de l'autre côté aussi, il y a 20 ans, il y a 30 ans, je protestais. Oui. Je demandais aux gérontes, par exemple, de laisser la place aux jeunes. Je demandais aux jeunes de s'organiser aussi pour qu'ils puissent prendre leur place, mais 30 ans après, et 40 ans après, j'ai comme l'impression qu'on prêchait dans le désert. Oui. Est-ce que le risque n'est pas encore là aujourd'hui? En fait, le risque, il est toujours là. Parce que, par exemple, quand on est jeune, ce n'est pas facile pour nous de s'intégrer. Déjà, parce qu'on va voir qu'il y a des gens qui vont dire bon, ils n'ont pas suffisamment de maturité pour s'intégrer, ils n'ont pas suffisamment de compétences. C'est aussi vrai, quand même. C'est aussi vrai. Je ne pense pas, en fait, que la compétence ou les compétences se mesurent à l'âge que l'on a. Non, ce n'est pas le cas, mais c'est pourquoi je dis aussi. Ah, oui. Donc, là, maintenant, on a une jeunesse qui se réveille. Parce qu'il y a longtemps, on était du genre hiberné, on était dans l'hibernation. Donc là, on veut parce que l'avenir nous appartient. Aujourd'hui, on a des gens, justement, quelque part, c'est peut-être bien aussi, on a des gens qui prennent des décisions en ce qui concerne la politique, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à telle proposition ou autre. Mais bon, après, personne ne se soucie réellement de la jeunesse, le vrai rôle même de la jeunesse haïtienne au sein du paysage politique. Donc là maintenant, on veut faire quelque chose. On veut faire quelque chose de bien, de beau, de vrai, mais surtout de durable. Parce qu'on doit renvoyer cette impression ou ce signal qu'on a le pouvoir de nous organiser. Et c'est ce qui manque en Haïti là aujourd'hui. Et on ne s'organise pas.
on ne peut pas se mettre d'accord sur le simple fait que le pays ne peut pas rester tel qu'il est là maintenant. Quelque chose doit être fait. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire pour nous, c'est à nous de le faire. Donc, peut-être après le 7 février, bon, on va y arriver. Mais, oui. Mais dites-moi, la jeunesse qui s'envolait, vous l'avez dit il y a quelques instants, la jeunesse qui s'envolait, c'est un mouvement. Oui. C'est un mouvement. Mais l'objectif, c'est quoi? L'objectif, en fait, c'est de réunir les jeunes, de travailler sur des projets de société, de s'impliquer socialement, mais aussi politiquement. Par exemple, on a organisé des journées humanitaires et on a des projets sur le plan économique. Et politiquement, on veut avoir beaucoup plus de jeunes dans le paysage politique. Il faut que les jeunes s'impliquent davantage. Et pour ce faire, il nous faudrait avoir une vision commune. Et pour avoir une vision commune, il faudrait déjà que l'on s'assemble. Donc c'est dans cette perspective qu'on avance avec le mouvement. On se bat pour, pas la reconnaissance parce qu'on ne va jamais l'avoir. On se bat pour l'identité même de la jeunesse haïtienne. On doit être identifié comme étant des citoyens qui veulent avoir une autre orientation en ce qui concerne l'avenir du pays. Les personnes âgées qui nous suivent peuvent se poser la question à savoir que va-t-il se passer des personnes âgées? Est-ce que le projet n'est pas discriminatoire? On dit tout à l'heure. Alors là, ça c'est si on tenait compte de l'âge chronologique. Oui, parce que toujours est-il que la jeunesse, c'est un état d'esprit, on va le dire comme ça. Donc, oui. Donc, et pour les objectifs, vous croyez que ça va être facile de mettre les jeunes ensemble, les exhorter à discuter de projets communs en Haïti aujourd'hui? Je pense que c'est nécessaire. Parce que, bon, par exemple, au sein du mouvement La Jeunesse qui Sauvelait, on ne se dit pas que, bon, si par exemple vous êtes de droite, vous êtes de gauche, vous ne pouvez pas être là. L'idée en fait c'est de mettre tout le monde sur la même table et qu'on en discute une fois pour toutes. Il faut qu'on ait cette formule de discussion. Aujourd'hui, on n'arrive pas à discuter entre nous. On n'arrive pas à se regarder en face et se dire la vérité parce que justement, tout le monde fait sa politique. C'est ma politique qui va ou qui doit faire fonctionner Haïti, mais pas la politique haïtienne. Mais l'expérience que nous avons vécue il n'y a pas longtemps, surtout à Montana, avec le groupe, c'était quand même 250 jeunes, sinon plus. Donc ils sont restés jusqu'à au moins 17 heures. Donc ils sont restés, enfin il y avait plusieurs groupes, c'est-à-dire plusieurs commissions. On a sur une commission sur la sécurité, on a eu une autre commission aussi, par exemple, sur l'éducation et autre chose. Ils se sont mis au travail. Ensuite, ils sont venus présenter leur travail. Mais c'était des groupes. Vous avez obtenu la réponse à la question qui s'envolait? Bon, on est en quête de réponse, mais du coup, on a quand même des objectifs. Et parce que, bon, c'est quelle qualité de vie est-ce que, que vous rêvez? Ce dont vous avez besoin, comment est-ce que vous voyez Haïti? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les jeunes qui partent se sentent libérés? Et les jeunes qui laissent Haïti, par exemple. Et, ok, j'étais en Haïti, j'ai voyagé, je vais aux Bahamas, je vais aux États-Unis, donc du coup, je me sens libérée d'un poids. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi être haïtien? C'est quoi le sentiment d'appartenance? C'est quoi, par exemple, on a une sorte de la crise de la confiance. On ne se fait pas confiance. Déjà, on ne se connaît pas. Donc, si on ne se connaît pas, on ne se comprend pas, on ne va pas s'aimer. Il faudrait déjà qu'on apprenne, qu'on apprenne à nous connaître, qu'on apprenne à connaître Haïti, à comprendre Haïti, ensuite l'aimer. Mais si on ne connaît pas ce que c'est, on ne comprend pas ce que c'est, donc du coup, c'est normal qu'on n'aime pas. Et par exemple, la génération 2000, les jeunes qui arrivent aujourd'hui, s'ils vous disent, bon, écoutez, moi-même, je ne me sens pas haïtien, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, bon, vous n'avez pas le droit de dire ça? Vous ne pouvez pas dire ça? Parce que qu'est-ce qu'ils ont eu comme offre? Comment est-ce que l'État, quels dispositifs qui ont été mis en place pour faire en sorte que ces jeunes-là s'identifient comme étant haïtiens?
il n'y a pas ces programmes politiques. On n'a pas d'aide politique publique en ce qui concerne, par exemple, l'éducation. L'éducation, oui, mais il y a aussi le rôle de la famille, des familles haïtiennes aussi. On parle de famille, des missionnaires aussi, parce qu'avant tout, il revient aux parents de se battre autant que faire se peut pour encadrer leurs enfants, ne pas tout remettre à l'État. En partie, oui, mais pas tout. Oui, pas tout. Mais bon, après, on a pas mal de familles brisées aussi depuis bien avant et 2010, soit le temps. Donc la crise est sociétale avant tout. La crise est sociétale. Parce qu'aujourd'hui, c'est dur en fait de parler de famille quand on a presque rien. Parce que là, aujourd'hui, si on parle un petit peu on parle de statistiques, on a quand même plus de 2 à 3 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. On a à peu près 16 000 personnes qui sont tués au cours de l'année de 2020, 2022 et 2025. C'est un rapport de l'ONU. On a quand même plus de 2,5 millions personnes de déplacés internes. Et le bas plateau central, le bas Artibonite, que des dizaines de morts et assassinés. Parce qu'il y a ce phénomène de prolifération des gangs. Maintenant, par exemple, une petite famille qui est à Port-au-Prince. Donc, 2 enfants, le papa, la maman. Donc, du coup, il y a ce problème-là parce qu'on habitait, par exemple, à Delma 2 ou du moins à Carrefour. Donc, le père va décider de rester à Port-au-Prince quand même pour se battre et de trouver quelque chose à donner à la famille, mais la famille va être dispersée. Donc, on va se tourner vers le département, on va se tourner en région. Donc, du coup, la famille, quelque peu, c'est brisé. Donc, il y a pas mal de causes, en fait. Et regardez ce qui se passe avec les gens qui sont dans les camps. Donc, la famille qui est une base c'est quand même un catalyseur en ce qui concerne le développement. Les valeurs républicaines, on apprend ces valeurs-là, premièrement, de notre famille, de la famille, ensuite de l'école, mais aussi d'une certaine culture générale, de l'éducation que l'on a avec ses amis, des voyages tout aussi. Mais le pilier, c'est quoi? C'est la famille. Mais aujourd'hui, on ne porte pas suffisamment d'attention à la famille. Donc, c'est quelque chose qu'on doit voir. Abordons l'actualité maintenant. Je vois que la jeunesse qui s'envolée se positionne en faveur d'un exécutif monocéphale. Et à quoi vous faites allusion? Vous faites allusion à un Premier ministre, après le 7 février, un Premier ministre qui fonctionne à la manière de Ariel Henry, ou vous parlez d'un président qui jouerait peut-être le rôle de Premier ministre, enfin de président et de chef de gouvernement également. Développé, madame. D'accord. Donc, au sein du mouvement La Jeunesse qui Sauve, effectivement, on a fait une proposition. Et notre proposition part d'un constat et des accords successifs. On a connu pas mal d'accords successifs, mais qui n'ont abouti à rien parce que justement, je vous ai parlé tout à l'heure de la crise de confiance et du manque de responsabilité. On est devenu irresponsable par rapport à l'histoire. Donc, on a eu, par exemple, avec l'ancien Premier ministre Ariel Henry, c'était quand même un accord, on a eu le 21 décembre à cette époque. Ensuite, pour le CPT, ça, c'est un compromis historique, je l'appelle comme ça parce que c'était pour la première fois, en tout cas de l'histoire, que moi-même, personnellement, j'ai vu quelque chose de ce genre. Des partis politiques qui se mettent d'accord sur une seule chose, mais bon, qui n'a quand même pas duré, mais l'idée, la démarche était pour le moins et fondamentale parce qu'on voulait sortir de cette crise. Et honnêtement, j'étais très optimiste parce que compte tenu des profils et des personnalités des dirigeants qui faisaient partie de cet accord-là et aussi des représentants, je me disais, bon, peut-être que c'est le moment, en fait, que Haïti va au moins va se retrouver sur la bonne route, ou du moins c'est le retour de la démocratie. Mais bon, après, qu'est-ce qui va se passer? On a vu que c'est toujours la crise institutionnelle, les institutions ne fonctionnent quasiment plus. Comment parler de la démocratie en dehors des institutions? Je ne vois pas comment, parce que ce qui renforce la démocratie, ce sont les institutions. Maintenant,
qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on a fait cette proposition à partir de ce constat-là. On a vu que, bon, il y a eu pas mal d'échecs en ce qui concerne le bicéphale, monocéphale, tout et tout, mais il faudrait que l'on fasse quelque chose. Donc, on est venu avec cette proposition pour dire que nous, on opte pour un exécutif monocéphale. À la base, ça devrait être un président et qui est le chef de l'État, mais aussi chef de gouvernement. Un Premier ministre qui est chef de gouvernement et chef de l'État. Toujours est-il, il faudrait que cela se tourne autour d'un pacte de gouvernabilité, c'est-à-dire que les acteurs politiques, les groupes de la société civile et autres se mettent d'accord sur le fait qu'on doit sortir de cette crise-là. Donc, il y aura une feuille de route claire, bien définie, en ce qui concerne, par exemple, comment procéder. Et feuille de route sur laquelle on va trouver, par exemple, l'organisation des élections, quelques réformes institutionnelles, mais la condition sine qua non, ou le fondamental de tous ces points-là, c'est le rétablissement de la sécurité. On a opté pour cela. Donc, les groupes politiques, les dirigeants, les chefs de parti, si vous voulez, ou du moins la société civile, se réunissent entre eux parce qu'il faudrait déjà qu'on ait un accord plutôt élargi, d'accord, un accord inclusif. Donc tout le monde est là, tout le monde se sent impliqué, y compris l'institutionnalisation même de la jeunesse. Il faudrait aussi qu'on ait de la représentation de la jeunesse haïtienne. Oui, mais on a déjà un ministère des Sports et de la Jeunesse, non? Bon, ça, bien sûr. Mais bon, on ne va pas regarder comment fonctionne le ministère des Sports et de la Jeunesse, mais plutôt pour l'après 7 février. Déjà, on a même parlé par exemple, de la réduction des ministères, soit de 18 à 12 ministères, parce que la jeunesse qui s'envolait refuse que le 7 février serve de prétexte à un nouveau partage de gâteaux entre les élites politiques et autres. Nous voulons, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons des garanties que les élections vont être organisées. Nous voulons des garanties que la population va respirer autrement après 7 février. On veut que la démocratie soit effective au sein du pays, mais on ne peut pas avoir de la... C'est pas un rêve, Madame Sibylle, c'est pas un beau rêve que l'on commence à respirer mieux. Le 7 février, c'est bientôt. Oui, c'est bientôt, en effet. C'est bientôt, hein, dans moins de 2 semaines. Oui. Et ce n'est pas cela qui se profile à l'horizon, en tout cas. C'est donc pourquoi, justement, qu'on a parlé d'un gouvernement resserré, mais un gouvernement composé de technocrates. De personnalités crédibles, de jeunes dynamiques et compétents. Parce que quand vous avez un technocrate qui dirige, qui a une feuille de route, le technocrate, il vient, il fait son travail, ensuite il part. Mais quand c'est quelqu'un, soit un militant politique, quelqu'un qui est très actif en politique, c'est sûr que son ministère ou la feuille de route que cette personne va avoir va être politisée. Donc du coup, optons pour, par exemple, un gouvernement composé de technocrates qui arrivent, qui font leur travail, qui exécutent effectivement un plan, d'accord? Maintenant, on a quelque part on peut appeler cette organisation, ou du moins c'est le pacte de la transition, ces gens-là qui veillent à l'application de tout. Parce qu'on ne peut pas rester indéfiniment dans la transition. Oui, mais ça ne va pas passer, Madame Sibylle. Non, d'abord ça va faire des chefs en moins. Oui. Et c'est l'une des raisons de la crise. Vous avez dit, et j'ai bien noté, que la jeunesse qui s'envolait ne souhaite pas que le 7 février soit une opportunité, j'allais dire, d'affaires, mais non, c'est pas ça, mais plutôt une opportunité ou un prétexte pour un nouveau partage de gâteaux. C'est ce qui explique cette multiplication de propositions. Tout le monde veut saisir cette occasion pour s'offrir un poste. Et là, sortir de 9 pour passer à néant, ou encore sortir de 9 pour passer à 1, ça risque d'être aussi difficile que boire de l'eau de mer. Exactement. Donc là, je ne sais pas comment la jeunesse qui s'envolait va-t-elle, en fait,
ou encore comment le mouvement va-t-il s'y prendre pour rendre possible, je dirais, ce projet de gouvernement ou encore d'exécutif monocéphale? Oui. On ne va pas arrêter de se battre, on va continuer à discuter, mais aussi à proposer. On va se constituer, on va continuer à se constituer un groupe de pression pour que cette histoire, ou du moins cette crise chronique, ait une fin. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en Haïti, qu'est-ce qu'on a? On a, par exemple, le métier de la transition. Les gens, enfin, certaines personnes pensent si elles participent aux élections, c'est sûr qu'elles ne vont pas gagner. Donc, du coup, elles se rangent d'un côté du genre et on peut faire de la pression, on a aussi de bonnes propositions, mais aussi on a de bons rapports avec certains acteurs ou certains membres de la communauté internationale. Et puis on se dit, bon, c'est à nous de gérer cette transition pour encore 2 ans. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces gens, ils vont encore échouer et c'est comme, ça ne se termine pas. On a une transition, on aura une autre, on en aura une autre. Donc, la République va fonctionner de transition en transition. De transition en transition. Mais maintenant, ce dont on a besoin au pays, ou ici, en ce qui concerne notre démocratie, ce sont les élections. On doit avancer avec les élections. Et pour ce faire, on a besoin de personnalités crédibles, des gens qui s'identifient en tant qu'Haïtiens. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive, qui vient faire son travail et après son travail, il part, il laisse le pays. Nombreux sont les chefs qui font ça. Ils arrivent, ils prennent un poste, après ils laissent Haïti, ils partent. Donc vous restez. C'est comme par exemple avec ce qui se passe. Moi je suis bien pour que l'on regarde le problème suivant une ligne d'efficacité. C'est très bien de faire ça. Par exemple en ce qui concerne l'insécurité, la crise de sécurité en Haïti, c'est très bien. Mais bon, après la force va venir et honnêtement, comme je viens de le dire, je n'ai pas de réserve en ce qui concerne la force. Mais dites-vous bien qu'après le départ de cette force, on va se retrouver dans cette même situation. Sinon, ça va s'empirer. Pourquoi? Parce que le problème, c'est un problème institutionnel. Il faut commencer à renforcer nos institutions. Sinon, on peut beau avoir des missions, on peut beau avoir des forces étrangères, mais ça ne va rien changer du tout. Parce que justement, on est venu avec des palliatives là où on aurait dû venir avec une solution appropriée par rapport au problème. Donc, il nous faut revoir notre crise institutionnelle et pas en abordant les conséquences d'abord, mais c'est en abordant les causes. Parce que ce sont les causes qui vont nous emmener justement à parler des conséquences. Donc, voilà, c'est... Nous, oui, on n'a pas peur de cela parce que nous, on se bat pour une cause vraiment juste et noble parce que nous, en tant que jeunes, on en a marre. Et on en a marre de rester comme des figurants et des gens prennent des décisions en notre nom, soit dit en passant pour nous, mais nous avons toujours été marginalisés en ce qui concerne l'avenir du pays. Et qui dessine l'avenir? C'est la jeunesse haïtienne qui doit dessiner l'avenir du pays. Ce n'est pas... Sterling Civil, nous allons observer la pause. On va encore rester dans l'actualité, surtout avec les derniers remous, ce qui s'est passé au cours du week-end dernier, la position de la jeunesse qui s'est revelée. Mais ce sera tout de suite après la pause. D'accord. Monsieur et Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Madame Sterling Civil est l'invitée de ce matin. Merci de l'intérêt. Après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Bon, comme on avait dit tout à l'heure, on est dans l'incertitude, mais au milieu de cette incertitude, on voit aussi une petite étincelle. Et cette petite étincelle, c'est la jeunesse. Mais bon, c'est la jeunesse haïtienne. C'est à long terme, non? Même le moment, c'est maintenant. Il faut commencer à agir maintenant. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Sinon, on s'organise, on essaye de nous rencontrer, de discuter, par exemple, des objectifs, mais aussi de l'après 7 février.
Et parce que le 7 février ne doit pas rester une date comme ça dans le calendrier. Ça doit aussi être un test de vérité en ce qui concerne notre capacité à agir pour ne pas que l'on se retrouve dans une sorte de transition prolongée. Il faut apprendre à nous organiser, que l'on apprenne à dire, bon, il faut que l'on mette, c'est le pays avant tout. Au fait. Maintenant, vous avez vu ce qui s'est passé entre, par exemple, le bras de fer qui existait entre la primature et le Conseil présidentiel de transition, qui n'était pas vraiment nécessaire. Parce que, donc, déjà, s'il y a un échec, l'échec est partagé. Donc, on avait une feuille de route très claire. On devrait avancer, par exemple, avec la question de sécurité. On devrait avancer aussi avec les questions d'organisation des élections, de certaines réformes institutionnelles, mais ça n'a pas été fait. Mais maintenant, ce qui est prioritaire, c'est de voir, d'essayer de comprendre qui va rester après le 7 février. Mais où est le pays dans tout ça? Il n'y a pas eu un bilan, il n'y a pas eu quelque chose de rapport. Je pense que pour l'après 7 février, je pense qu'il nous faut voir des mécanismes de redevabilité. Parce que les gouvernements faisant partie de la transition doivent savoir qu'il a des comptes à rendre à la population, à certains groupes, à certains représentants. On a essayé de faire faire vous parlez de reddition de comptes. Reddition de comptes. On a essayé de faire cela, par exemple, avec le CPT. En ce qui concerne l'OCAG, c'était plutôt un organe qui serait chargé de contrôler. Exactement, de contrôler, de veiller à l'application de la feuille de route. Mais malheureusement, ils n'ont jamais pensé à mettre sur pied cet organe-là, ce qui nous a amenés dans cette situation critique. Parce que déjà, dans l'accord du 3 avril, qu'est-ce qui a été dit? C'est que même en cas de dysfonctionnement ou si le Conseil présidentiel n'arrivait pas à organiser ou du moins à respecter la feuille de route, l'OCAG, en fait, reste jusqu'à la fin des élections législatives. Donc, normalement, vide institutionnel, on n'allait pas avoir cela. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va avoir ce vide institutionnel, parce que c'est déjà anticipé. C'est dit clairement dans le décret qui a été publié, l'article 28.1, que en cas de dysfonctionnement, c'est le Conseil des ministres qui prend le relais. Donc, maintenant, se battre pour quelque chose du genre qui va rester, qui souhaite rester, pourquoi ne pas inclure tel parti, tel groupe? Moi, je pense que ce n'est pas nécessaire. Ce sont des batailles intestines qui ne vont rien arranger du tout. Donc, je pense qu'il y a une mauvaise compréhension ou mauvaise manipulation en ce qui concerne l'accord du 3 avril, mais aussi du décret qui a été publié, sinon par le Conseil présidentiel de transition. C'est quelque chose que l'on doit revoir. On parle de je ne vais pas dire ingérence, probablement ce serait le cas, de l'influence, je préfère dire, de la communauté internationale sur les gens qui nous dirigent. Comment vous le comprenez? J'ai souvent tendance à être très nationaliste en ce qui concerne ces questions. Mais vous savez, certaines expériences m'ont démontré clairement qu'il faut regarder les choses des deux côtés. Parce que quand ces choses-là se présentent, Wendell, je me dis qu'on a un problème de leader. On a un problème de dirigeants, des dirigeants qui ne sont pas à la hauteur de leur tâche ou à la hauteur de l'histoire même du pays. Parce que je ne peux pas me prononcer sur l'ingérence lorsque c'est nous qui nous comportons très mal, pas en chef d'État, on recherche toujours la validation. On parle souvent par exemple, de la corruption, de la place de la communauté. Je comprends que la communauté internationale a beaucoup d'influence. On fait partie du tiers-mondiste. Les pays comme nous, en fait, se traitent de cette façon généralement, surtout quand on ne dispose pas de suffisamment de caractère. On est bien d'accord. Mais maintenant, est-ce que vous avez jamais vu un arrêté nommant un ministre qui sortait de Washington? Ou du moins un document relatif à la corruption qui a été signé, par exemple, à Paris? C'est nous qui tenons la plume de la corruption. C'est nous qui prenons la décision en ce qui concerne la corruption au sein du pays. Donc maintenant,
ce narratif est trop facile. On recherche toujours la facilité. On n'est jamais responsable de nos torts. Nous nous comportons comme quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de quelque chose. Donc l'extérieur nous traite de cette façon aussi. Il faudrait déjà que nos chefs, nos dirigeants se mettent à la hauteur des tâches qui leur ont été données. Sinon, on va se trouver des centaines, des milliers de fois dans ce... Des gens peuvent répondre en disant que nous ne pouvons pas jusqu'à présent fonctionner sans l'international. C'est l'international qui nous aide à faire face aux gangs, des gangs, des réseaux qui sont créés par nos élites aussi. Donc, comment parler de l'influence? Comment vouloir tenir à distance la communauté internationale quand nous nous sommes révélés incapables de résoudre nos propres problèmes, Madame Civil? Justement, et vous voyez ce qui se passe, Wendell, c'est que on ne se bat pas contre notre nation, contre notre pays, on se bat contre nous-mêmes. C'est-à-dire, on se livre dans une lutte contre nous-mêmes. Et ça, c'est un problème. La communauté internationale est arrivée et nous aide à avancer en ce qui concerne la sécurité, les organisations, enfin l'organisation des élections, tout et tout. Mais nous, où est notre part de responsabilité par rapport à cela? Lorsqu'on sait pertinemment que, par exemple, la prolifération des gangs, ou du moins que les groupes et les armées étaient justement instrumentalisés par certains dirigeants politiques pour, par exemple, sauvegarder le pouvoir ou se maintenir au pouvoir. Donc, c'est nous encore qui sommes la source de ce problème-là. Donc, on n'a pas un État fort. Généralement, les gens qui arrivent au pouvoir ne veulent pas quitter le pouvoir, ne veulent pas laisser... Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis arrivée Peut-être c'est pour les privilèges. Pour les privilèges, du moins. Le pouvoir, ça reste quand même le pouvoir. Mais déjà, il faudrait déjà que vous soyez un chef d'État. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Vous avez respecté votre feuille de route. Maintenant, vous avez le pouvoir ou le devoir de dire, j'ai envie de recommencer avec un autre mandat, ou du moins me lancer dans telle chose. Mais vous n'avez rien en termes de bilan. Vous n'avez rien en termes d'actifs, de capital. Et vous voulez quand même rester au pouvoir. Et pour rester au pouvoir, il faudrait manipuler ou du moins instrumentaliser des groupes vulnérables. Par exemple, ce que nous avons aujourd'hui, dans 20 ans encore, on va l'avoir. Regardez ce qui se passe à Pétionville, en face de l'église Saint-Pierre. Des jeunes, des enfants qui sont livrés sur la place. Ils sont livrés à eux-mêmes. Pas d'éducation, pas d'accompagnement psychosocial. Il n'y a rien du tout. Donc, la mairie n'a pas réagi à ça? La mairie n'a pas réagi. Mais c'est en face parce que... C'est juste en face. Moi-même, je les vois tous les jours. Des jeunes qui sont... Donc, ce sont des enfants qui grandissent avec ce sentiment d'identification, mais aussi ce sentiment de rejet de la société. Donc, du coup, Donc, on n'est pas à se plaindre s'ils prennent le chemin... Le chemin des gangs. Pour eux, le chemin la plus facile. Vous avez vu ce qui s'est passé avec UNICEF qui a dit il n'y a pas longtemps que 80% des enfants, enfin... Des membres de gangs sont des enfants. Sont des enfants. Donc maintenant, on n'accompagne pas nos enfants. Ils vivent en grandissant avec une frustration, avec un sentiment de marginalisation. C'est normal que demain, ils se disent, moi-même, je n'ai pas eu cette chance. La chance que vous avez eue, je ne l'ai pas. Donc, du coup, ça monte jusqu'à ce qu'on n'arrive pas à contrôler ce groupe-là. Il faudrait déjà que l'on regarde, toujours est-il la crise institutionnelle, et malheureusement, cela ne fait pas partie des priorités de l'État. Je ne sais pas, en fait, ce qui fait... l'agenda de l'État ou de nos dirigeants. Qu'est-ce qui est dedans? Je ne sais pas du tout. Mais sauf que les questions les plus urgentes, les questions fondamentales n'y font pas partie. Et c'est ça le plus grand problème. Et c'est ce qui renforce, par exemple, la conviction même du mouvement La Jeunesse qui Sauve-les à se battre tous les jours. Parce qu'il y a certaines questions qui sont fondamentales pour la survie
de la nation, mais aussi en ce qui concerne la pérennisation de nos institutions. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Et là, on revient à la classe politique. Oui. Ce que nous avons comme dirigeants, c'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat des agissements de la classe politique haïtienne. Et là, vous préconisez un mouvement de jeunes pour prendre la destinée du pays, ou le destin, si vous préférez, du pays. Est-ce que vous pensez que les jeunes d'aujourd'hui sont aptes à prendre la relève véritablement? Véritablement, mais j'attends, si vous voulez, une réponse, pardonnez si je le dis, une réponse honnête de Mme Cyril. Pensez-vous que les jeunes d'aujourd'hui, à proprement parler, sont suffisamment, j'ajoute suffisamment, aptes à prendre la relève? Je le pense. Vous le pensez? J'en ai rencontré quelques-uns et cela m'a fasciné. Des jeunes. Non, il y a des jeunes qui sont extrêmement brillants. Ce sont des... Mais de là à dire qu'on va confier à ces jeunes-là le pays, est-ce que... Justement, ces jeunes que je rencontre, ce sont des leaders communautaires, ce sont des jeunes qui sont éduqués, ce sont des jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat. Et vous direz quoi de nos dirigeants qui ont beaucoup de diplômes aussi, qu'il y en a qui ont étudié à l'étranger, qui sont très bien formés, et qui nous donnent ça comme résultat? Je vais vous dire ce qui m'a fasciné le plus. Ce n'est pas le fait que ces gens-là aient un diplôme, ou du moins ça compte aussi, énormément. Mais ils développent ce sentiment d'appartenance. Quand je parle avec eux, c'est l'Haïtien qui parle. C'est un jeune qui vit en Haïti, qui a étudié en Haïti, qui a choisi de rester en Haïti. Et là, je dis, un jeune, c'est vraiment un échantillon. Mais beaucoup d'entre eux sont là et se battent jour après jour pour le pays. Ils n'ont pas envie d'aller ailleurs. Les jeunes n'ont pas envie d'aller ailleurs. Ils ont envie que les chances qui existent ailleurs existent aussi en Haïti. Cette possibilité d'aller faire un master, une licence, un doctorat, par exemple en France, aux États-Unis, mais ces opportunités-là existent aussi en Haïti. Maintenant, bien sûr, on a une jeunesse qui n'est pas... outillée suffisamment. Outillée suffisamment. Enfin, la partie que l'on voit, ou du moins ce que, par exemple, les réseaux sociaux souhaitent que l'on voit, on a plutôt une jeunesse qui se laisse aller, enfin, qui essaye de se trouver d'autres objectifs, ou du moins passe-temps. Donc, du coup, ça nous fait poser des questions sur l'avenir de la jeunesse, l'implication même de la jeunesse, ou du moins la maturité même de la jeunesse haïtienne. Mais il en existe des jeunes... Excusez-moi de vous interrompre. Ça vous arrive parfois de regarder les vidéos réalisées par nos jeunes TikTokers, par exemple? Moi, je voudrais surtout parler... Je pourrais parler de la jeunesse en général, mais les jeunes femmes, ce qu'elles vendent comme image, vous les voyez? Oui, je les vois. Ça ne vous a pas interpellé un peu? Beaucoup même. Tout comme il y a des jeunes femmes aussi qui font des vidéos assez instructives. Oui. D'accord? Oui, mais vous savez aussi que celles qui sont instructives sont moindres. Sont moindres. Je vous l'accorde. Et les mauvaises marchandises garantissent beaucoup plus de views. C'est clair. Ceci dit, c'est de l'argent facile. Et elles s'en donnent à cœur joie. Et c'est quoi le problème, justement? Parce qu'on a un État qui n'existe pas, un État défaillant. Les jeunes n'ont plus de repères. On n'arrive pas à canaliser l'énergie de nos jeunes. On n'arrive même pas à les orienter. Donc, ils essayent de se tracer un chemin de par eux-mêmes. Ils essayent de voir comment ils peuvent, je ne sais pas, s'en sortir. Mais il n'y a pas de programme, il n'y a pas de programme de jeunesse, il n'y a pas de projet national de jeunesse. Ça n'existe pas. Par exemple, ce qui arrive avec la technologie. La technologie, c'est très bien en ce qui concerne le développement que l'on souhaite pour le pays. Mais la manipulation qu'on en fait, c'est ça la gravité de la situation.
C'est ça la plus grande des problématiques. C'est-à-dire, on a une jeunesse, bien entendu, qui dispose d'un smartphone, d'un iPhone, d'autres choses, d'un ordinateur et d'une tablette ou d'un iPad, mais qui ne savent pas comment utiliser ces appareils à bon escient. On les utilise comme bon nous semble. Et on voit qu'on a des gens qui... Enfin, nombreux sont les gens qui sont beaucoup plus réceptifs en ce qui concerne les mauvais discours, les mauvais comportements, ce qu'on appelle les zins. C'est ce qui intéresse la majorité de la population. Est-ce que c'est pas parce que le facile tout, ou bien trop facile? La bokob est plus facile. La bokob est plus facile. Donc, mon yo la guerre là-dedans. C'est ça. Maintenant que ça n'a fait comme ça. Ah ben, c'est-à-dire, l'État faut venir avec des programmes comme ça, Wendell. C'est-à-dire, comment pour mon dirigeant, ou passer sous Delma pour monter pour aller dans le bureau, pour joindre 5 petits monde de 6 à 12 ans dans la rue, qui nettoyer machine, ça pas du moyen. Comment pour faire gagner un petit monde de 6 ans à 12 ans pour aller dans la rue, le salle supposé sous ban l'école. Il faut créer des dispositions pour petit monde à l'école. Mais vous savez qu'il y a un bail comme ça qui existait déjà. Il y a des centres d'accueil en Haïti. Il y a un bas de Delma, par contre, s'il suspend d'exister, s'il fait bien, mais ça a existé. Dans le temps, oui, tu as gagné ça. Pour qui ça dirigeant aujourd'hui? Alors, on a le combat qu'on dit, pour qui ça dirigeant aujourd'hui? M'en fout bien. Comme ça? C'est une crise. C'est une crise. Moi, je ne sais pas. C'est comme si nous n'avons pas un pays encore, non? Je ne peux pas répondre. Mais c'est ça, ma essayé de dire. C'est appartenance, là, identification, citoyen haïtien pas existé encore. Mais comment les gens qui sont dans l'environnement, m'a parlé de groupe de jeunes qu'on a rencontrés. Comment parce que quand même, il y a beaucoup parti. Il y a beaucoup aller de l'autre côté pour voir qui le pays fonctionner. Mais au moins, il y a autant de gens qui partent. Il y a lit tout. Il y a en contact permanent avec l'extérieur grâce à la technologie. Comment les gens va vivre comment les gens va vivre ce désespoir, s'il vous plaît? C'est une désolation totale, mais ils disent que vous pas de droit pour abandonner. Si vous abandonnez, imagine l'espace d'un instant. Nous abandonner, nous disons, bon, nous sommes une génération de jeunes, nous que bon, on est pratiquement dans le pétrin, excusez-moi, donc nous pas de choix que nous allons chercher un autre bagaille, nous en quête d'une meilleure vie à l'extérieur. Mais on dit que pas de repère, pas de modèle, pourquoi pas de vraiment? Parce que quand même, si vous n'avez pas sous projecteur, minorité suffisamment, bien sûr, qui a fait effort quand même. Mais moun sa yo qui c'est modèle, qui par exemple, ou te ka gade, qui jan moun sa, train de vie moun sa ka inspire pour avancer. Le plus souvent, c'est même moun sa yo, nous dénigrer, nous détruire à bouche nous, parole nous, qui fait moun nan même l'île pas envie parler de tête li. Je dis, si vous organisez une activité qui t'a empreinte de politique, là difficile pour joindre des personnages qui ont un bon train de vie qui viennent participer, ne serait-ce que pour motiver les jeunes. Parce que le connaît à la minute que le sorti sous projecteur, toujours une machination ou bien une campagne de dénigrement qui fait. Nous, souvent, apprécions les gens qui bon modèles, de bons exemples, là ils mourent seulement. Mais tout autant là, nous façonner des histoires même pour nous faire comprendre que vie pas vaut la peine. Et nous souvent avons tendance à embrasser les gens qui effectivement allaient dans le sens opposé à sa règle conventionnelle, à sa règle qui pour faire de vous un bon citoyen, dit. Ça, je ne dis déjà, c'est l'idée pour une crise sociétale ou bien c'est un bagage qui est purement humain? Il faudrait que nous fassions étude sur ça parce que j'essaye de comprendre honnêtement. J'essaye de comprendre parce que quelque chose doit être fait. Nous mettons d'accord sur un bagage qui est pour faire. Il faut me retirer le téléphone ça pour me mettre là. Mais personne ne va le faire. Jusqu'à ce que moi me leve le mettre là. Donc lever le mettre là, c'est pas bravo parce que vous avez fait quelque chose ou réussi retirer le téléphone dans le mettre là, non? Qui est sous pensorier pour lever prendre le téléphone non mettre là? Qui est sous pensorier pour oser penser que tu as lever le téléphone dans cette là arriver là?
Nous voulons que faut le faire, mais nous pas voulons que c'est moi-même, c'est même monde ça, ou bien c'est l'autre monde, mais faut le faire. Dans la crise nous là, c'est pas miracle qu'a fait sortir là-dedans. C'est chita pour nous construire le développement en pays. Sinon, nous ne pas sortir, nous pas échapper. Donc, du coup, ça vient augmenter, c'est les gens qui fait bagay qui mal lancé, laisse à l'avancer plus, les gens qui a essayé avancer, gens sont capables en toute bonne foi, quoique pas aucun monde dans vie soit bien non l'autre, mais dans ça qui était même dans ça qui est passé qui était jamais parfait. Mais même les gens qui ont envie de volonté, qui ont un petit crasse bonne foi pour avancer. Et c'est même les gens qui a détruit par la majorité. Et jusqu'à ce que les gens n'ont pas là, et c'est là que les gens n'ont pas pensé, on dit bon, peut-être que cette personne, elle avait de la volonté de faire quelque chose de sérieux ou bien de juste. Mais du moment que là, et c'est ça, m'apprendre et m'essayer de travailler ensemble avec l'autre jeune, nous ensemble, nous toujours fait débat sur ça. Bien sûr que période de désolation, lorsqu'on va pas avancer, Abdou jeune, ça va comme ça l'a réglé déjà depuis qu'on est jeune. Il y a fougue, il y a détermination, mais aussi il y a manque de moyens. Donc, ça qui peut le passer, c'est que bon, petit monde ça son ba a besoin essayer faire là, après soit pas attendre encore ou bien c'est pas de et gâteau paillon, un petit morceau gâteau paillon et à chercher. Mais les encouragements, ils viennent mais très rarement par rapport moi encore une idée de formation académique, formation universitaire, tout papier que Sterling Civil ramassé, des gains. Mais c'est bien que c'est pas, on est capable même dire que c'est pas facile pour, par contre l'ajout, non, mais pour l'ajout. Est-ce qu'on sentit dans quel niveau ouais, au cas rendre la jeunesse, rendre le pays en service encore dans les prochaines années? Est-ce qu'on sent qu'il est bon? Est-ce qu'on va aller? Je sais que la question peut paraître difficile, mais plutôt me poser ou pas répondre au lieu que me poser. Oui. Donc, dans quel niveau, par exemple, pour des cas utiles encore? Moi, c'est dans la structuration de la jeunesse. Structuration de? Pardon. Structuration de la jeunesse qui sauve. Ma bataille pour nous, parce que moi-même parti à partir de un rêve, où que jeunesse arrive à impliquer, les réveiller, les prendre place, parce que c'est pas mon cap bailler. C'est dans bataille ça mieux. Maintenant il y a des gens qui attribuent tout ça m'a fait aux campagnes électorales, parce que justement c'est même les gens qui pensaient que yo même yo pas entrer dans une démarche de construction si yo pas gagné intérêt personnel là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc, je viens là pour me batailler, c'est parce que j'ai besoin de candidats, j'ai besoin de la campagne. Non, je suis venu pour... d'accord que c'est son droit. Son droit en tant que citoyenne, son droit que lié. Mais je ne sais pas si le moment va arriver. Le cas échéant, je suis toujours trop content pour me servir le pays. Mais pour le moment... À un niveau ou à un autre? À un niveau ou à un autre. Parlementaire ou bien... au niveau gouvernement, ministre, tout ça. À un niveau ou à un autre, toujours... C'est quand même mon honneur pour servir le pays. Mais pour le moment, je suis focalisé sur... Si l'avenir, ça vient après, pourvu qu'elle est dans le champ de compétences. Dans le champ de compétences. Je suis content de vous semaine avec vous matin. Un plaisir. Par contre, sur mon dernier mot, Sterling Civil. Bon, c'est le moment pour moi de vous dire merci. Et merci à tout le monde qui prend le temps pour garder nous, pour tendre nous. Et je suis toujours content pour me participer. Et bataille en pape camper. Et je pense que le mouvement de la jeunesse qui sauve, c'est un mouvement qui est inarrêtable. Parce qu'on en a assez. Et je suis trop content pour nous rencontrer encore, pour nous venir discuter de mode de déploiement nous pour nouvelle année. Ça. Et aussi parler de bilan. Ce sera avec plaisir. Merci. Merci encore une fois. Ça a été un plaisir. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Madame Sterling Civil, ancienne directrice générale du FNE, était l'invitée de la rubrique Le Point de ce matin pour lancer la semaine. C'était la première édition de la rubrique Le Point. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis, de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée, une très bonne semaine avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole,
Suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch.